Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Stilios, professeur à la faculté de droit de l'Université Laval. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire ou cette table ronde virtuelle au cours de laquelle nos professeurs de notre institution, certains en tout cas d'entre eux en droit international, vont échanger sur la situation en Ukraine après l'offensive de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Alors, permettez-moi tout d'abord de remercier Madame la vice-doyenne Marie-Ève Arbour, vice-doyenne à la recherche et aux affaires externes, d'avoir pris l'initiative d'organiser cette table ronde. Toujours virtuelle, hein, comme je vous l'ai précisé. Et cette table ronde fait suite à la lettre ouverte rédigée par les professeurs de droit international de la faculté de droit de l'Université Laval, intitulée Agression armée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine et qui a été signée par 112 professeurs. Cette lettre est datée du 27 février 2022. Cette lettre a d'ailleurs été adressée au Premier ministre du Canada, l'honorable Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères du Canada, l'honorable Mélanie Joly, au Premier ministre du Québec, l'honorable François Legault, et enfin à la ministre des Relations internationales de la francophonie, l'honorable Nadine Giraud. Alors, permettez-moi de nous présenter nos panélistes ou intervenants. Je vais commencer par les dames. Madame Christine Bartestein, qui est professeure de droit international. Alors, je ne présente pas par l'ordre d'intervention, je précise que je présente par ordre alphabétique. Madame Christine Bartestein, professeure de droit international, spécialiste du droit international de la mer notamment. Madame Julia Grignon, professeure de droit international humanitaire et spécialiste des conflits armés. Madame Fanny Lafontaine, spécialiste du droit international pénal. Monsieur Charles Côté, professeur de droit international et spécialiste des règlements des différends internationaux et économiques. Monsieur Olivier Delas, professeur de droit international et spécialiste du droit de l'Union européenne. Et enfin, monsieur Władysław Lanovoy, qui est ukrainien, c'est un secret pour personne, professeur de droit international et spécialiste des règlements des différends internationaux. Alors, je précise, élément intéressant, qu'avant de se joindre à la faculté de droit, le professeur Lanovoy occupait le poste de juriste adjoint à la Cour internationale de justice auprès du juge Mohamed Benouda. Alors, sur le déroulement et les modalités de cette table ronde, chaque panéliste va présenter certains thèmes, il va disposer de 4 à 5 minutes ou de 3 à 4 minutes selon les interventions de chacun. Et certains parleront peut-être un peu plus que d'autres, et puis ensuite nous prendrons une période de questions, et puis soit je désignerai le panéliste, soit l'un d'eux se portera volontaire. Alors, comme vous le savez, petit rappel, le 24 février dernier, mais vous allez voir plus de précision dans un instant, la Russie a lancé une offensive militaire en Ukraine. Et l'Union européenne a répliqué immédiatement avec des sanctions assez lourdes. On va parler évidemment des effets, des conséquences juridiques de tous ces actes-là. Évidemment, tout cela fait suite à des tensions et à une crise qui a débuté il y a à peu près 8 ans. Et je propose donc à mon collègue Władysław Lanovoy de nous rappeler le contexte de ce conflit. Et puis nous savons tous que lorsqu'il y a conflit, conflit armé entre deux États, c'est souvent l'occasion pour une partie au conflit de réviser les faits historiques à des fins notamment de propagande. Alors, qu'en est-il exactement? Je rappelle juste que l'Ukraine est redevenue indépendante le 24 août 1991 avec l'effondrement de l'Union soviétique. Alors, je passe la parole immédiatement à mon collègue Władysław Lanovoy.
Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous toutes et tous d'être avec nous. Le but de cette table ronde aujourd'hui est bel et bien d'éclaircir plusieurs aspects juridiques d'une agression armée russe contre l'Ukraine et son peuple qui a lieu déjà depuis 2014, comme Alexandre vient d'évoquer, et d'un conflit qui s'est intensifié depuis le 24 février 2022 avec l'invasion sur l'ensemble du territoire ukrainien par la Fédération russe et qui a déjà causé des centaines de morts parmi les civils, la destruction à grande échelle de l'infrastructure et des bâtiments civils et la fuite de plus de 3 millions d'habitants de l'Ukraine. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer la solidarité vers le peuple ukrainien, son gouvernement et son armée qui essayent de résister à l'agression entamée par le régime de M. Poutine, qui cherche en réalité à imposer la Grande Russie par la démonstration d'un pouvoir nu, pour reprendre les mots de Bertrand Russell, au détriment du respect de l'état de droit, de la souveraineté des États et de la démocratie des peuples, qui cherche à réécrire l'histoire, les frontières et, comme il a dit hier dans son intervention, à purifier le peuple russe, je cite, dont il considère les Ukrainiens comme y faisant partie. Ayant travaillé avec beaucoup de collègues et amis russes par le passé, notamment dans le domaine de règlements différents, j'exprime également ma solidarité envers celles et ceux d'entre eux qui sont courageux d'affronter le régime totalitaire de M. Poutine, dont l'essence consiste à organiser et à endoctriner la vie des masses, pour reprendre les fameux mots de Hannah Arendt dans son ouvrage sur le système totalitaire, qui est plongé en ce moment, et en réalité depuis une vingtaine d'années, dans un état de profonde désolation, avec M. Poutine qui a su transformer et revenir avec toutes les institutions dans ses mains. Donc, permettez-moi de vous faire ce contexte initial en 3 parties. Brièvement, le contexte historique que, bien évidemment, dans ces déclarations, M. Poutine essaye de, en quelque sorte, révisionner. Alors, où commence ensuite avec le contexte politique et juridique qui existait avant le début de l'agression en 2014, notamment avec l'annexion de la Crimée. Et enfin, la qualification de la situation qui est née le 24 février 2022, du point de vue notamment de Jus ad bellum et en regardant la Charte des Nations Unies. Donc, pour ce qui est du contexte historique, eh bien, on ne va pas revenir ici sur toute l'histoire de l'Ukraine et ses origines qui remontent à Kiev russe, une fédération politique médiévale entre 892 et 1240, avec le Kiev comme capitale de cette fédération qui était composée de plusieurs peuples et ethnies, que ce soit des Slaves, des Baltes, des Finns, et qui recouvrait plus ou moins ce qui aujourd'hui est l'Ukraine, le territoire de l'Ukraine, de la Biélorussie et une bonne partie de la Russie de l'Est. Ou bien sur les moments d'une certaine indépendance de l'Ukraine pendant le 16e au 18e siècle avec Zaporizhzhia Sich, qui a finalement été détruit par Catherine la Grande, ou bien les moments, certes temporaires, mais tout de même de l'indépendance de l'Ukraine en tant qu'État en 1917 et 1918. Or, comme vous le savez, dans ces déclarations, M. Poutine a complètement oublié cette histoire. Mais bien évidemment, on ne va pas s'attacher à l'histoire ici et on va essayer de voir concrètement les aspects qui sont pertinents pour le droit et pour les différents aspects qu'on va étudier. Or, je passe très, très vite par toute une série de péripéties au XXe siècle en ce qui concerne le territoire et les frontières de l'Ukraine. Et ce qu'il faut pour vous de rappeler qu'après toute une série des échanges, des territoires qui ont passé de la Pologne vers l'Union soviétique, de l'Ukraine vers la Russie, vers la Moldavie, de l'Empire austro-hongroise qui ont passé vers l'Ukraine, certains territoires romains qui ont passé à l'Ukraine. Il faut se rappeler d'un moment précis qui est après le fait que l'Ukraine est devenue la partie composante de l'Union soviétique,
qui est la date de 1954. C'est à cette date que la République socialiste soviétique de l'Ukraine reçoit le cadeau, soi-disant, de la part de M. Khrouchtchev de la Crimée. Et c'est à ce moment-là qu'on a l'assiette territoriale de l'Ukraine, de la manière comme ces frontières sont par la suite reconnues au moment où l'Ukraine accède à l'indépendance en 1991, le 24 août 1991, par l'application du principe de ut hypothetis iuris, à savoir du principe cardinal du droit international public, de l'intangibilité des frontières. Et c'est à partir de ce moment que ces frontières de l'Ukraine sont internationalement reconnues en tant qu'un État indépendant. Bel et bien, à partir de 1991, il y a eu des moments très, très pertinents dans les rapports, du point de vue juridique, dans les rapports entre les deux États. Et les moments clés, au-delà du fait qu'il y a eu deux référendums pour la Crimée en 1991 et en 1994, par lequel la Crimée s'est vue octroyer un statut autonome dans le cadre de l'Ukraine et toute une série de prérogatives qui venaient avec ce statut. Mais il y a plusieurs documents juridiques, plusieurs traités qu'il faut avoir à l'esprit. Tout d'abord, 5 décembre 1994, l'Ukraine ainsi que le Kazakhstan et la Biélorussie signent un traité avec les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie, les fameux mémorandums de Budapest, par lequel ces trois puissances, donc États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie, accordent des garanties d'intégrité territoriale et de sécurité à ces trois États, donc Biélorussie, Kazakhstan et Ukraine, ancienne république socialiste de l'Union soviétique, en échange de leur ratification du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Le 31 mai 1997, l'Ukraine et la Russie concluent un traité d'amitié, de coopération et de partenariat qui rentre en vigueur en 1999. Par article 2 de ce traité, chaque partie respecte l'intégrité territoriale et l'intangibilité des frontières existantes de l'autre. Le 28 janvier 2003, un nouveau traité entre l'Ukraine et la Fédération de Russie sur la frontière qui est démarquée morceau par morceau entre les deux pays et qui entre en vigueur le 23 avril 2004. Le 24 décembre 2003, un autre traité sur la coopération et l'utilisation des eaux de la mer d'Azov et du détroit de Kertch qui se trouve entre la mer d'Azov et la mer Noire, aussi en vigueur depuis 2004. Au-delà de cette architecture bilatérale qui clairement reconnaît entre les deux États l'existence de relations souveraines normales et respectueuses de l'intégrité territoriale, bien évidemment, vous le connaissez tous, la Charte des Nations Unies qui, dans ses buts et dans ses principes, énonce l'égalité souveraine des États, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique de chaque État. Et maintenant, qu'y se passe-t-il depuis 2014? Comme vous le savez, l'Ukraine, à un moment donné, commence à avoir une certaine ambition de s'associer avec l'Union européenne, mais aussi avec l'OTAN. Du fait du renversement du gouvernement à Kiev vers la fin de 2013 et 2014, qui à un dernier moment arrête toute négociation sur une telle association, sous une pression de la Russie qui essayait aussi d'étendre notamment son association économique avec les anciens États de l'Union soviétique. La Russie trouve cela comme un moment important pour organiser un référendum d'autodétermination en Crimée, qui compte avec participation de 83% des habitants et qui se prononce, selon les données fournies par la Russie, 96% en faveur de la réunification de la Crimée avec la Russie. Donc, la République de Crimée et la ville de Sébastopol
pour 2 jours devienne une entité indépendante qui par la suite est intégrée dans la composition de la Fédération de Russie. En même temps, du fait de l'instabilité du gouvernement ukrainien à Kiev, et ça, ce n'est pas un secret, la Russie aide à la création de 2 entités séparatistes à l'est de l'Ukraine, les soi-disant républiques populaires de Luhansk et de Donetsk. On fait maintenant un jump de quelques années. Le 24 février 2022, ce qu'on assiste depuis ce moment-là, c'est une invasion à grande échelle portant sur l'ensemble du territoire de l'Ukraine. On est dans le cadre d'un conflit armé où les hostilités se passent au nord, au sud et à l'est du pays en ce moment, avec quelques bombardements qui ont déjà eu lieu à l'ouest du pays. Il s'agit ici clairement d'un emploi illicite de la force en violation de l'article 2.4 de la Charte des Nations Unies. Il s'agit bel et bien d'un cas d'école d'agression, ainsi que celle-ci est définie en droit international coutumier et dans la résolution 33-14 de l'Assemblée générale de 1974. Je crois que personne d'entre nous douterait du fait que par sa portée et par ses effets, il s'agit d'une agression dans ce contexte mené par le régime de M. Poutine. Pourquoi expliquer plus le contexte lorsqu'on a l'Assemblée générale et l'organe judiciaire principal des Nations unies, la Cour internationale de justice, tous les deux, l'Assemblée générale le 2 mars dernier et la Cour internationale de justice, justement hier, lorsqu'elle indique ces mesures conservatoires, précisent d'une manière claire et sans aucune ambiguïté que la Russie doit suspendre ses activités militaires en Ukraine. Je cite la Cour, notamment les paragraphes 17, 18 et 75 de son ordonnance, où clairement la Cour réitère la situation humanitaire dramatique qui se vit sur le terrain. Et la Cour, et je cite, est profondément préoccupée par l'emploi de la force par la Fédération de Russie en Ukraine, qui soulève des problèmes très graves de droit international. La Cour garde présent à l'esprit les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, de même que les responsabilités qui lui incombent en vertu de la dite Charte du statut de la Cour, ainsi qui concernent le maintien de la paix et de la sécurité internationale, ainsi que le règlement pacifique des différends. Elle estime nécessaire de souligner que tous les États doivent agir conformément à leurs obligations en vertu de la Charte et des autres règles du droit international, y compris du droit international humanitaire. Comme vous le savez, l'Assemblée générale a 2 fois réitéré l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Elle l'a fait déjà en 2014 à la suite de l'annexion par la Russie de la Crimée. Elle l'a fait à ce moment-là par 100 voix pour, 11 voix contre et 5-8 abstentions, réitérant clairement l'intégrité territoriale du pays. Et le 2 mars dernier, elle a condamné l'agression russe contre l'Ukraine, cette fois-ci par 141 voix pour, 5 voix contre, y compris la Russie, avec quelques États tels que la Syrie, la République de Corée du Nord, l'Érythrée et la Biélorussie. Donc, vous voyez bien le club des États bienveillants, pour ainsi dire. Et les 35 abstentions. Donc, le dernier point que je vais me permettre de faire, c'est que aussi bien la Cour que l'Assemblée générale exigent que la Fédération de Russie suspende immédiatement ses opérations militaires en Ukraine. Or, cette opération militaire spéciale, comme l'a intitulée M. Poutine, n'est autre chose qu'une invasion ouverte
de l'ensemble du territoire de l'Ukraine, qui a été engagé immédiatement à la suite de la reconnaissance par la Russie de 12 entités séparatistes à Donbass comme des États indépendants. Cette opération militaire menée par le régime russe a mis pour des motifs, deux motifs allégués. D'une part, l'existence d'un prétendu génocide à Donbass et d'autre part, l'exercice de la légitime défense. Pour le moment, il suffit de dire que les deux thèses juridiques sont clairement infondées et insoutenables du point de vue factuel. Pourquoi infondées? Comme vous le savez, le crime de génocide, c'est un des crimes les plus difficiles à prouver en droit international, qui exige la démonstration de non seulement de l'intention de détruire en totalité ou en partie un groupe ethnique, national ou autre, mais en plus du point de vue factuel, la Russie, au lieu d'essayer d'amener quoi que ce soit en termes de ses moyens de défense devant la Cour internationale de justice, a plutôt préféré une posture de non-comparution devant la Cour. D'autre part, en ce qui concerne le droit à la légitime défense, la Russie se fonde seulement sur l'idée d'avoir conclu des traités avec les deux entités séparatistes en Ukraine et en venant à leur aide dans la mesure où il existe une menace imminente à la sécurité de la Russie. Comme vous le savez bel et bien, l'élément principal pour pouvoir exercer le droit inhérent de légitime défense, c'est le fait de faire l'objet d'une agression armée. Or, on est loin de ce cadre-là. Je vais m'arrêter là je crois que j'ai déjà bien dépassé mes 10 minutes et je vais être extrêmement bref lors de ma prochaine intervention. Parfait, merci beaucoup Vladislav. Alors, s'agissant donc d'un conflit armé, le bilan humain à l'heure actuelle, et puis je vais passer la parole à ma collègue Julia Grignon, le bilan humain selon l'ONU serait de 700 morts et puis 1100 blessés. Je crois qu'il y en a plus selon les autorités ukrainiennes. À l'heure où on se parle, les bombardements se poursuivent. Juste rappeler que quelques dates importantes dans ce conflit. Le 27 février dernier, Poutine brandissait la menace nucléaire, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. Le 4 mars 22, un incendie avait été provoqué suite au bombardement russe sur le site de la plus grande centrale nucléaire d'Europe qui se trouve en Ukraine. Et puis, le 13 mars dernier, l'armée russe a bombardé une base militaire ukrainienne près de la frontière ukrainienne. Donc tout ça, c'est évidemment bien inquiétant. Alors sur l'impact de ce conflit en droit international humanitaire, Julia. Merci beaucoup, Alexandre. Comme l'a dit Vladislav Lanovoï, il y a actuellement un conflit armé international en Ukraine. Et donc, dans les 3 minutes d'introduction qu'on s'est donné chacun, je n'aurai qu'un seul message. Il y a du droit dans la guerre. Il s'agit du droit international humanitaire, dont le socle fondamental est constitué des 4 conventions de Genève de 1949 et de leur protocole additionnel de 1977. Et ce droit, comme tout droit, a vocation à régir les rapports au sein d'une société donnée. Ici, la particularité, c'est qu'il s'agit d'une société en guerre. La situation la plus chaotique qui puisse être. Et alors, il est difficilement concevable que le droit y puisse quelque chose. Et pourtant, si. Le droit international humanitaire se fiche des motivations des protagonistes, de savoir qui est l'agresseur ou qui est l'agressé, ça ne change rien. D'une part, toutes les personnes qui sont mises hors de combat, soit parce que ce sont des personnes civiles, soit parce que ce sont des combattants mis hors de combat par blessure, maladie ou capture, toutes ces personnes doivent être respectées et protégées. D'autre part, les moyens de faire la guerre ne sont pas illimités et les belligérants, dans leurs hostilités, doivent se conformer aux règles relatives à la conduite des hostilités.
c'est-à-dire se limiter à attaquer des objectifs militaires et ce faisant à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour épargner les civils. Alors, bien sûr, ce droit est violé. Et les informations dont nous sommes assaillis en continu le mettent en évidence de manière criante. Mais je voudrais dire aussi aujourd'hui que ce droit est respecté. Simplement, le respect du droit ne se voit pas. Une maternité qui se fait bombarder, ça se voit. Mais un soldat qui décide de mener une attaque à un autre moment que celui initialement prévu pour éviter de faire des dommages dans la vie civile, ou qui décide d'employer une arme ou une méthode qui causera moins de dommages plutôt qu'une autre, ça ne se voit pas. De la même manière, on ne dresse pas la liste de tous les enfants qui retrouvent leur famille après avoir été séparés dans le chaos de la guerre. Et on ne vous parle pas des efforts déployés par le Comité international de la Croix-Rouge pour atteindre des prisonniers de guerre et leur rendre visite afin de vérifier leurs conditions d'internement. Et pourtant, c'est ce qui se passe aussi en ce moment en Ukraine. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur cet aspect? Et pourquoi est-ce qu'avec mon équipe de recherche Osons le DIH, dont je veux ici souligner le travail exceptionnel depuis le 24 février, Tania Brunet, Marie-Lou Cambron-Bertrand, Marine Collomb, comme Lavi Daouédé, Mathilde Doucet, Chloé Dufort, Jennifer Lachance, Clara Normand, Thomas Rousse et Rachel Sarfati. Pourquoi donc nous nous employons à opérer une veille des affrontements et à démontrer au travers de nos notes de blog quel est le droit humanitaire applicable? D'abord parce que diffuser le droit international humanitaire est une obligation juridique. Et je suis convaincue que c'est une obligation et une responsabilité morale. Et ensuite, parce que ne s'en tenir qu'aux violations qui sont commises, balayer le droit international humanitaire d'un revers de la main, dire qu'il n'existe pas ou qu'il ne sert à rien parce qu'il serait constamment violé, ne porter le regard que sur ce qui pourrait constituer des crimes de guerre, je crois que c'est un affront supplémentaire à l'égard des personnes qui sont affectées par les conflits armés et qui, chaque jour des affrontements, depuis le 24 février et d'ailleurs depuis 2014, comme l'a rappelé Vladislav Janovoy, bénéficient de la protection de ce droit. Donc, il y a du droit dans la guerre, un droit qui fait une différence pour ceux qui subissent les conflits armés et un droit dont les dispositions sont très nombreuses. On parle de plus de 500 règles pour ce qui est des conventions de Genève et des protocoles additionnels et probablement de plusieurs milliers si on prend l'ensemble des traités de droit international humanitaire. Et c'est un droit qui couvre tous les aspects des conflits armés. Depuis que nous avons entrepris notre travail de veille avec Osons le DIH, pas une fois, pas une seule, le droit humanitaire a été pris en défaut comme étant incapable de couvrir un comportement au combat. Alors, pour ce qui est de tout le détail des règles qui sont aujourd'hui mobilisées dans la situation en Ukraine, je vous renvoie au billet de blog que nous publions sur le blog Quid Justitiae de la clinique de droit international pénal et humanitaire. Et bien sûr, je me réjouis d'engager la discussion dans la poursuite de cette table ronde. Merci beaucoup. Merci Julia. Alors, juste une petite remarque à l'heure où on se parle. Moi, je reçois un instant un message texte sur WhatsApp d'un ami qui se trouve à Kiev, actuellement, avec qui j'ai fait mes études, donc qui est dans la capitale, et il me dit que en fait, l'armée russe refuse le combat avec l'armée ukrainienne et ne cesse de pilonner, donc de bombarder les infrastructures civiles. Donc, c'est un drôle de conflit armé, en fait. On est loin. Alors pour ceux qui aiment l'histoire, vous savez que jusqu'au XVIIIe siècle, on parlait de bataille rangée. Et la guerre était légale, et puis c'était une forme de procès, et puis on aboutissait à un verdict légal à la fin de la guerre parce qu'il y avait un vainqueur. Aujourd'hui, on a des formes de guerre plutôt anarchiques, et c'est en raison de cette anarchie que on a vu la naissance du droit international humanitaire. Donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est un drôle de conflit armé, c'est plutôt un pilonnement, un bombardement des infrastructures civiles. Tout à l'heure, lors de mon introduction, j'ai également mentionné que l'Europe avait réagi immédiatement par des lourdes sanctions. Hier, on a appris que la Russie avait été expulsée du Conseil de l'Europe, où la Russie prétend
Elle s'est retirée d'elle-même. Alors, je vais passer la parole au professeur Olivier Delas qui va nous parler du rôle de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe et des effets, évidemment, de cette décision intervenue hier, expulsion, retrait, ou peut-être un peu des deux, et les conséquences de cette décision en droit international. Olivier. Merci, professeur Stilios. Alors d'abord, pourquoi parler de l'Europe? Bon, bien évidemment, on pense immédiatement à la puissance de l'Union européenne sur le marché financier, sur les marchés, puissance financière, puissance de ses sanctions, donc le marché qu'elle représente et ce qu'elle peut faire, bien évidemment. Alors c'est une entité un peu bizarre, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ne pensez pas que c'est un État. Souvent, quand ça arrange, on le présente comme un État, selon qu'une organisation, c'est un peu plus subtil que cela et ça a des conséquences sur les mesures prises. Alors, je vais m'intéresser très brièvement à deux organisations qui sont l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on parle d'Europe parce que, bien sûr, ça se déroule en Europe. Bien évidemment, ça va avoir un impact énorme pour les États européens. Le conflit, mais les sanctions également, et des deux côtés, je veux dire du côté russe aussi bien que du côté, je dirais, des États qui pratiquent les sanctions, et parce qu'aussi, on va le voir, je dirais que ce qui a un peu été l'élément déclencheur, mais je dirais que c'est aussi un prétexte, je pense que Ladislas Lanonoi, il l'a très bien montré au début, hein, c'est justement le fameux accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine. Alors, il faut comprendre que ces deux instances, il y a plusieurs organisations internationales européennes, mais le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, jadis les communautés européennes, sont les deux organisations d'intégration européenne. Et même si l'une était originellement plus tournée vers l'économique, le but est clair au départ, c'est les conséquences de deux guerres mondiales, c'est même, on peut y rajouter la guerre avec la Prusse en 1870. Donc, c'est le fait d'essayer d'éviter qu'il y ait à nouveau des guerres sur le continent européen et d'assurer une certaine paix et éviter que des horreurs se reproduisent. Comprenez donc bien que dans ces deux organisations qui ont dans leur considérant au départ qu'elles sont pour une union plus étroite entre les peuples européens, il y a un traumatisme immense, même si on s'y attendait. Je pense qu'il n'y a personne qui est dupe là-dessus. Je vais discuter il y a encore 2 secondes avec des gens du Conseil de l'Europe et ils peuvent vous dire qu'autant ils se sont battus pour l'exclusion, autant ça leur a fait quelque chose quand immédiatement on a amené le drapeau russe, quand on l'a descendu du bas. Alors, pour l'Union européenne, je disais donc, Vlad l'a évoqué, effectivement, souvenez-vous, en 2013, on signe un accord d'association, c'est classique, nous en avons un accord de ce qu'on appelle le Deep and Comprehensive Free Trade Area avec l'Ukraine, on a nous-mêmes avec le Canada un accord similaire avec l'Union européenne, d'ailleurs il est négocié en même temps, hein, pratiquement, et ceci va à l'encontre de la volonté de M. Poutine d'avoir aucune union eurasiatique, et le gouvernement pro-russe refuse finalement de le signer, ce qui, vous savez, va déclencher Euro-Maïdan et ensuite les mouvements pro-russes qui se soulèvent, l'annexion, enfin je renvoie à ce que vient de dire Vladislav. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ceci a déclenché les premières sanctions de l'Union européenne à compter de 2014 et que les sanctions pratiquées depuis le mois de février, donc depuis l'agression russe, soit prolongent, s'inscrivent dans le prolongement des sanctions de 2014 ou en mettent en place de nouvelles. Alors, bien sûr, il y a 3 justifications à ces sanctions au regard du droit. L'annexion illégale de la Crimée en 2014, la reconnaissance de l'indépendance des 2 oblasts, Donetsk et du Louhansk, donc le Donbass si vous préférez, et l'agression en cours depuis le 24 février 2023. Alors, la nature de ces sanctions, elles sont diplomatiques, hein. On a une rupture des relations, on a eu exclusion de certaines instances des diplomates russes. On a essentiellement des mesures de restrictions individuelles, c'est celles que vous entendez tous. On gèle les avoirs d'oligarques, d'hommes politiques, et à l'heure actuelle, on considère qu'il y a à peu près, hier, il y a eu le 4e
mouvement de sanctions, 877 personnes qui voient leurs avoirs gelés, des oligarques, les membres de la Douma, et nous y reviendrons tout à l'heure, M. Poutine lui-même. Bien sûr, il y a également des restrictions, on les oublie, qui ont été très vite pratiquées dans les deux provinces du Donbass pour justement éviter les relations et soutenir cette situation. Il y a des sanctions à l'encontre de la Russie elle-même. Alors, plus spécifiquement, 4 trains de sanctions. La première est arrivée le 23 février 2022, à la suite de la reconnaissance, je le disais, de l'indépendance des deux provinces du Donbass, hein, les deux oblasts. Ensuite, il y a eu l'agression elle-même qui a impliqué la deuxième ensemble de sanctions le 25 février. Alors, c'est vrai que ça a surpris beaucoup de monde parce que ce n'est qu'à partir de ce moment-là que M. Poutine s'est vu visé par ces sanctions. Alors, c'est vrai qu'il est difficile parfois de discuter avec quelqu'un sur lequel on applique des sanctions, mais ça a un peu surpris, soit choqué que ça soit si tardif, y compris Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. La troisième sanction, elle, a été beaucoup plus importante parce qu'elle est arrivée à la suite justement de l'intervention du président ukrainien devant le Conseil européen, devant les chefs des gouvernements, qui a, je pense, pas mal remué de monde. Et là, on a des sanctions traditionnelles hein, sur les sanctions économiques, sanctions individuelles, mais en plus des actions qui sont posées dans ce troisième train, c'est-à-dire l'interdiction de l'espace aérien. Alors, elles sont européennes, mais également avec d'autres États, les États-Unis, le Canada. Donc là, se mélangent les deux. Donc, interdiction de l'État européen pour la flotte russe, transport russe et l'utilisation des aéroports, l'interdiction de transactions avec la Banque centrale russe, l'exclusion de 7 banques du mécanisme d'interface SWIFT, que vous connaissez tous si vous faites des mouvements quand vous voyagez de fond, et suspension également de médias considérés comme des outils de propagande, Russia Today et Sputnik, que vous connaissez probablement. Bien évidemment, des sanctions ont été mises sur le plan économique et des sanctions individuelles. Et surtout, j'y reviendrai, un appui militaire de l'Union européenne de 500 millions d'euros, à même un fonds qui s'appelle le Fonds Facilité européenne pour la paix de 5 milliards, qui a été créé, si vous voulez, en mars 2021, il n'y a pas longtemps, mais qui, en définitive, n'était utilisé jusqu'à ce moment-là qu'à des fins non létales, c'est-à-dire qu'on ne donnait pas d'armes létales. On fournissait une aide, un appui. Alors, on a aidé le Mozambique, on a aidé la Bosnie, on a aidé l'Union africaine, éventuellement. Et là, c'est une petite révolution pour l'Union européenne qui aide, qui intervient, qui fait pression, qui fait des sanctions, mais jamais qui n'arme. Alors, je m'empresse de dire que ce fonds est utilisé pour rembourser les États de l'Union européenne qui vont envoyer des armes conformément à ce que demande l'Ukraine. Et ça, je pense qu'il faut le comprendre, c'est une révolution dans le fonctionnement de l'Union européenne. Alors, il y a eu des compléments qui ont été faits le 9 mars et hier, nous avons eu le 4e train de sanctions sur lequel je ne vais pas m'appesantir parce que sinon je perds trop de temps. 2 autres éléments avant de passer au Conseil très rapidement. La fameuse activation de la directive protection temporaire, qui est quelque chose d'énorme parce qu'elle n'a jamais été activée. Autrement dit, ça, c'était l'Allemagne qui avait demandé qu'on crée ce mécanisme à la suite de la guerre, de l'intervention de la Serbie au Kosovo et des flots de personnes déplacées du Kosovo que ça avait fait. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est qu'automatiquement, on identifie un flot de personnes déplacées d'une provenance et on leur reconnaît automatiquement un permis de résidence et les droits qui s'y attachent, c'est-à-dire droit de travailler, droit à l'éducation, etc. Et ce ne sont plus les législations nationales qui s'appliquent. Ceci est prévu dans la directive. Elle n'a jamais été appliquée et vous savez que les États européens se déchirent un peu, on l'a vu notamment sur le pacte sur l'immigration et l'asile. Et là, ça n'a fait ni une ni deux, on l'a activé, ce qui est là aussi assez, je dirais, énorme et qui va bien sûr
permettre d'accueillir ces personnes. Je rappelle qu'on ne l'avait même pas activé pour les Syriens. Hein. À l'heure actuelle, on est quand même dans un flot d'immigration qui dépasse ce qu'on a connu en 2015 et en 2016. Et la Commission européenne considère que nous allons vers 7 millions de personnes déplacées. Alors, écoutez, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'Union européenne, mais j'y reviendrai pendant la période de questions. Je veux répondre au professeur Stelios. Qu'est-ce qui s'est passé au Conseil de l'Europe? Vous savez, le Conseil de l'Europe, hein, qui est à Strasbourg, qui est notre organisation, alors je lis un peu à tort dans la presse canadienne, c'est ce qui veille au respect de l'état de droit dans l'Europe. Alors je ne sais pas trop ce que c'est, mais enfin il y a de l'idée. C'est un peu la conscience de l'Europe, c'est là où vous avez la Cour européenne des droits de l'homme dont parlera le professeur Lanovoy tout à l'heure. Il faut être respectueux de l'état de droit, des droits de la personne, de la hiérarchie des normes pour être membre de ce Conseil de l'Europe. Et bien évidemment, on peut comprendre que ce qui se passe en Ukraine ne va pas dans ce sens, que c'est un drame. Mais je dirais, même avant l'Ukraine, il y avait des problèmes en Russie. Sur la justice, sur les LGBT, sur les femmes, etc., etc. Enfin, le régime a dérivé et ça n'est pas que cela. Mais en tout cas, l'agression de l'Ukraine est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le comité des ministres a d'abord suspendu temporairement la Russie des travaux du comité et de l'Assemblée, a requis un avis de l'Assemblée sur ce qu'il fallait faire et a invité la Russie à se retirer, c'est la procédure. L'Assemblée a remis un avis demandant l'exclusion, ce qui ne s'est jamais fait de toute l'histoire, de toute l'histoire. Et d'ailleurs, mes collègues me reprendront, je n'ai pas de connaissances, je cherche de grands États, au moins qui aient été, et même d'États exclus d'une organisation internationale. Cuba a été suspendu de l'Organisation des États américains, on a retiré le droit de vote à l'Afrique du Sud ségrégationniste, de l'apartheid, mais je n'ai pas de connaissances. Donc c'est quand même assez énorme, ça aussi c'est un traumatisme. La Russie a anticipé et s'est retirée, mais le comité des ministres a décidé de prononcer l'exclusion avec une formule alambiquée qui va nous tourner beaucoup de travail. Plutôt que de dire pour violation de l'article 8, elle a dit dans l'environnement de l'article 8, c'est-à-dire ce qui dit que si on ne respecte plus les droits de la personne, l'état de droit, on doit être expulsé. Pourquoi faire ça? Le signal politique. C'est-à-dire que quand on se retire peut-être parce qu'on n'a pas de raison à donner. Là, on marque le blâme, c'est-à-dire qu'on est exclu pour des raisons de violation des droits de la personne, des raisons qui président à la création de cette organisation. Alors justement, Olivier, quels sont les effets de cette exclusion pour terminer? Alors, eh bien, premièrement, enfin, c'est dur à dire parce qu'il y a un débat juridique, les Russes ont essayé de le voir, mais on peut penser que c'est au niveau du retour. Par 2 fois, on a eu des retraits. Ça a été la Grèce des colonels et le coup d'État en 80 de la Turquie. Il n'y a pas eu d'exclusion, ce qui fait qu'à un moment donné, ils ont retiré leur notification de retrait et ils sont revenus. Ça me semble difficile d'envisager cela puisqu'il y a une décision d'exclusion. Il y a fort à penser que là, il faudrait, à mon avis, alors bien sûr, il va y avoir du travail pour nous, les juristes là-dessus, qu'il faudrait passer par une nouvelle demande d'adhésion et qu'il faudrait prouver que les violations imputées sous l'article 8 ne sont plus présentes. Et encore une fois, je ne pense pas que ça se limiterait uniquement à la guerre en Ukraine. Ok, alors je reviendrai avec une question vers vous sur l'impact pour les citoyens russes de cette exclusion. Si jamais tu veux que je te le dise maintenant, il y a aussi bien sûr tous les instruments, comme tu viens de le dire, pour ces 150 millions de Russes qui ne vont plus avoir accès à la Cour européenne des droits de l'homme, mais Vlad va en parler, et tous les autres instruments, qui soient des accords partiels ou des conventions. C'est effectivement un problème. Parfait, merci Olivier. Alors je vais repasser la parole au professeur Vladislav Lanovoy. Juste une petite parenthèse, je vois dans le chat que Natalia, c'est une remarque qui s'adressait à moi, elle écrit « Je dirais qu'il est préférable de dire Kyiv
plutôt que Kiev. Kiev, c'est de la translittération pour nous. Moi, j'ai remarqué que les journaux francophones continuent d'utiliser le terme Kiev, et puis les journaux, les médias anglophones, est-ce qu'on prononce Kiev, Vladislav? Alors, peut-être nous préciser, Kiev, c'est une consonance russe, Kiev, ça serait ukrainien d'après ce que je comprends. Et puis, juste après cette petite explication, Vladislav, nous faire un topo des recours qu'a initié l'Ukraine devant les juridictions internationales. Devant quelles juridictions? Est-ce qu'on a des résultats? Il y a eu des ordonnances qui ont été rendues hier. Quels sont les effets de ces décisions-là? Merci, Vladislav. Merci, Alexandre. On prononce bien Kiev. La légende, c'est que Kay était un parmi les frères qui ont fondé Kiev, qui est devenue la capitale de Kievska Rus, qui était cette organisation fédérale dont je vous parlais au 9e, 10e siècle. Donc, c'est Kiev. Ce qui est certain, c'est qu'on vit dans une période extrêmement grave pour le droit international, pour l'ordre juridique international, qui est en train d'être remise en question et en cause par un des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est chargé justement du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ce qui est impressionnant en même temps, c'est qu'un pays tel que l'Ukraine, qui fait l'objet d'une agression armée d'une grande échelle, a pu se mobiliser immédiatement pour saisir deux juridictions différentes, deux cours et tribunaux différents, après le 24 février. Cela étant, avant que je me penche sur ces deux procédures en cours, il faut rappeler à nos collègues qui participent que depuis 2014, depuis le commencement de l'agression, on a en cours tout un paquet de procédures, que ce soit à l'échelle interétatique, donc entre l'Ukraine et la Russie, ou bien que ce soit entre des individus et la Russie. Notamment, dans le cadre des droits de l'homme, il y a des milliers de requêtes présentées par des individus contre la Russie devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et il y a presque une quinzaine des procédures en cours sur la base d'un traité d'investissement entre l'Ukraine et la Russie concernant les investissements faits en Crimée. Mais moi, je ne veux pas toucher tout ce qui est des règlements différents autres qu'interétatiques. Pour ce qui est d'interétatique, depuis 2014, on a toute une série de procédures. D'abord, devant la Cour internationale de justice, une affaire entre l'Ukraine et la Russie sur la base, d'une part, de la Convention des Nations Unies sur la suppression du financement de terrorisme, pour tout ce qui est les activités de la Russie à Donbass, y compris le fait d'avoir abattu l'avion MH17, et sur la base de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale pour ce qui est de la Crimée et du traitement des minorités ethniques en Crimée. D'autre part, on a deux procédures pendantes devant la Cour permanente d'arbitrage entre l'Ukraine et la Russie, deux procédures dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur droit de la mer, qui sont toujours en cours. Une de ces procédures, vous allez peut-être vous rappeler qu'en 2019-2018, on a eu l'incident par lequel les 3 navires ukrainiens ont été immobilisés. Et en plus, il y a des questions très importantes concernant les espaces maritimes en mer d'Azov et en mer Noire. Enfin, avant les événements du 22 février 2022, il y a eu 9 requêtes déposées par l'Ukraine contre la Russie devant la Cour européenne des droits de l'homme, et même une requête déposée par la Russie contre l'Ukraine en juillet de l'année passée. Et enfin, il y a eu 2 affaires à l'OMC entre l'Ukraine et la Russie
en tout cas une de ces affaires, se rapportait directement pour toute la première fois sur l'interprétation de l'article 21, l'interprétation d'un article de GATT qui prévoit la possibilité ce qu'on appelle security clause, donc essential security interests, les intérêts sécuritaires. Donc, vous voyez bien le terrain. Maintenant, imaginez que le 24 février, l'État est envahi et le 26 février, l'Ukraine dépose une nouvelle affaire contre la Fédération de Russie devant la Cour internationale de justice et le 28 février, une nouvelle affaire contre la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de l'homme. Dans les deux cas de figure, l'Ukraine demande des mesures conservatoires, à savoir des mesures provisoires pour protéger les droits de l'Ukraine pendant que la procédure est en cours. En ce qui concerne la Cour internationale de justice, il s'agit d'une affaire qui est portée par l'Ukraine sur la base de l'article 9 de la Convention de génocide de 1948, par lequel l'Ukraine demande à ce que la Russie suspend immédiatement ses activités militaires en Ukraine, dans la mesure où celles-ci sont fondées sur l'objectif déclaré par la Fédération de Russie de prévenir à la commission du génocide à Donbass. Comme vous le savez, l'article 1er de la Convention de génocide dispose que tous les États contractants doivent veiller à prévenir et punir le crime de génocide. Et l'Ukraine a justement plaidé devant la Cour que la Russie, à tort, abuse de cette disposition et emploie la force pour, soi-disant, prévenir le génocide, le prétendu génocide qui aurait existé à Donbass depuis 2014. Or, comme je vous avais dit tout à l'heure, hier, la Cour internationale de justice, après les audiences qu'elle a tenues lundi passé, dans lesquelles la Russie a décidé de ne pas comparaître, la Cour internationale de justice a rendu par 13 voix contre 2 mesures conservatoires spécifiques adressées à la Russie, notamment que la Russie doit suspendre immédiatement les opérations militaires qu'elle a commencées le 24 février 2022 et qu'elle doit encore veiller à ce qu'aucune des unités militaires ou unités armées irrégulières qui pourraient agir sous sa direction ou bénéficier de son appui, ni aucune organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son contrôle ou sa direction ne commettent des actes tendant à la poursuite de ces opérations militaires. Comme la Cour elle-même l'a réitéré, les ordonnances indiquant des mesures conservatoires au titre de son statut ont un caractère obligatoire et créent donc des obligations juridiques internationales pour toute partie à laquelle ces mesures sont adressées. En ce qui concerne la procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme, entamée le 28 février dernier, la Cour européenne des droits de l'homme, ayant pris en considération les opérations qui sont en cours depuis le 24 février 2022 dans diverses parties de l'Ukraine, et ayant estimé qu'elles font naître pour la population civile un risque réel et continu de violations graves des droits garantis par la Convention, notamment en ce qui concerne le droit à la vie, à l'article 2, l'interdiction de la torture, à l'article 3, ou l'article 8, droit au respect de la vie privée et familiale de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour a décidé de ordonner au gouvernement russe de s'abstenir de lancer des attaques militaires contre les personnes civiles et les biens de caractère civil, y compris des habitations, des véhicules de secours et d'autres biens de caractère civil spécialement protégés, tels que les écoles et les hôpitaux, et à assurer immédiatement la sécurité des établissements de santé, du personnel médical et des véhicules de secours sur le territoire attaqués ou assiégés par les soldats russes. Voilà le point sur les deux procédures en cours du point de vue interétatique
donc le règlement interétatique entre les deux États. Bien évidemment, il est maintenant temps de passer la parole à Fanny, donc je te laisse faire pour voir ce qui se passe du côté de la Cour pénale internationale en ce moment. Merci. Oui, merci Vladislav. Alors, Fanny, effectivement, le procureur de la CPI, de la Cour pénale internationale, mène une enquête sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Est-ce que tu peux nous faire brièvement un topo de ce qui se passe actuellement? Ça devient extrêmement confus pour les gens qui ne sont pas des spécialistes. Cour internationale de justice, Cour européenne des droits de l'homme, Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, c'est donc l'instance permanente, on pourrait revenir, mais qui s'assure d'une responsabilité individuelle. Vladislav vient de parler des recours interétatiques, mais les autres collègues vont parler d'autres recours. Ici, on parle donc des violations dont Julia a fait état plus tôt, des violations donc du droit international humanitaire, bombarder des hôpitaux, tuer des civils, utiliser des armes qui ne peuvent pas faire la distinction entre les civils et les combattants. On parle évidemment aussi de ce dont Vladislav a parlé au tout début, l'agression armée, donc la violation des règles des Nations unies. Et donc, toutes ces règles-là dont on a fait état plus tôt peuvent aussi constituer des crimes internationaux qui attirent non seulement, donc non pas cette fois-ci la responsabilité des États, mais la responsabilité des individus. Donc, ces concepts-là, on ne retournera pas trop en arrière, mais ces concepts-là sont bien avant la Deuxième Guerre mondiale, mais sont nés évidemment de façon plus moderne après la Deuxième Guerre mondiale, les procès de Nuremberg, où on dit de façon assez connue, ce sont des hommes ou des femmes, mais enfin souvent des hommes, on va se le dire, et non des entités abstraites, ici les États, qui commettent les crimes dont la répression s'impose en vertu du droit international. Donc, on crée ici vraiment un recours direct pour aller éventuellement engager la responsabilité criminelle des individus et les envoyer en prison. Donc, les crimes dont on fait état, premièrement, l'agression. Et là, c'est peut-être le sujet que je vais mentionner le plus rapidement, puisque le crime d'agression, la Cour pénale internationale a compétence de façon théorique sur le crime d'agression, mais il y a une importante limite à sa compétence lorsque les États, soit victimes ou agresseurs, ne sont pas partis à son statut. Et ici, c'est la particularité. Ni la Russie ni l'Ukraine ne sont partis au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Donc, il y a des discussions à plusieurs niveaux pour créer potentiellement un autre tribunal international qui pourrait se concentrer spécifiquement sur la question du crime d'agression qui avait été déclaré à Nuremberg comme étant le crime suprême qui englobe tous les autres. Donc, on pourra reparler de l'agression au besoin plus tard, mais donc la Cour pénale internationale a compétence sur les crimes de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et malgré le fait que l'Ukraine ne soit pas partie à son statut, elle a depuis 2014, lié aux événements dont Vladislav a fait état plus tôt, donné une compétence ad hoc, donc temporaire à la Cour pénale internationale, ce qui a permis au procureur de la Cour pénale d'ouvrir une enquête. Et donc, la Cour pénale, ce n'est pas tout récent, elle enquête sur la situation en Ukraine depuis la fin de 2013 et a ouvert ce qu'on appelle un examen préliminaire. Suite aux événements de cette année, le procureur a décidé d'ouvrir une enquête. Et enfin, là, je ne vais pas trop dans les détails, mais il y a plus de maintenant 40 États partis au statut de Rome qui ont renvoyé, comme on dit, la situation de l'Ukraine à la Cour pénale, ce qui fait que le procureur peut ouvrir une enquête sans autorisation des juges. Donc, il enquête. Évidemment, c'est assez particulier. On a une enquête criminelle alors qu'il y a un conflit en cours. C'est un peu un pouvoir de la Cour pénale internationale, contrairement, par exemple, au tribunal pénal pour le Rwanda, qui est arrivé après le génocide, ou même le tribunal international pénal pour l'ex-Yougoslavie, qui avait été créé de façon postérieure au crime, ou enfin de façon générale. La Cour pénale internationale a ce pouvoir d'enquêter alors que les crimes sont commis. Donc là, les débats, on les entend. Est-ce que ça peut aider à arrêter le conflit? Est-ce que ça peut stopper Vladimir Poutine? Et là, peut-être avant de continuer dans certains petits détails un peu plus techniques pour qu'on comprenne bien, je pense qu'ici, il faut toujours se rappeler de diminuer nos attentes envers la justice internationale pénale. On a souvent l'impression que la justice internationale pénale est un outil pour rétablir la paix. Et je ne dis pas que ce n'est pas le cas du tout, mais un tribunal pénal à lui seul ne peut pas mettre fin à des hostilités. Et là, on parle d'autres, et le droit d'ailleurs lui-même. Et donc, ça, c'est une chose. Donc, est-ce que ça va arrêter les crimes? Non. Par contre, on a des enquêteurs de la Cour pénale internationale qui sont sur le terrain, qui documentent donc en temps réel les atrocités, aux côtés, et ça, c'est important de le dire, de d'autres instances d'enquête qui sont là. Le Conseil des droits de l'homme vient de créer une commission d'enquête. On a les ONG, on a des États, dont l'Allemagne, l'Espagne, qui ont ouvert des enquêtes un peu structurelles au sein de leur bureau des procureurs. Donc, il y a beaucoup de monde qui documente les crimes. Et ça, même si on ne peut pas s'attendre, et je vais revenir en 10 secondes, dans quelques instants, Alex, si tu me permets. Et donc, même si on ne peut pas s'attendre à des arrestations immédiates,
Il reste qu'on documente au fur et à mesure les atrocités, les crimes qui sont commis. Et ça, ce n'est pas toujours facile dans d'autres types de conflits. Et donc, c'est important. Donc, des enjeux, il y en a plein. L'enquête est ouverte, comme on l'a dit, mais la collecte de preuves, même si on le fait en temps réel, c'est difficile. Il y a un conflit armé, il y a des risques pour la sécurité des enquêteurs, la protection des témoins. Alors, si on parle à un enquêteur, évidemment, il faut s'assurer de la protection des témoins. Et surtout, la collecte de la preuve, le bureau des enquêteurs de la CPI, donc de la Cour pénale internationale, c'est pas gros. Donc, on va dépendre aussi de la collaboration des autres États qui sont sur le terrain. Et ça n'a pas toujours été facile. On pourra parler peut-être des États-Unis et de leur relation très ambiguë avec la Cour pénale internationale. Donc, ça va être assez important de voir la collaboration que le procureur va avoir pour établir sa preuve. De quelle preuve? Ben, les crimes, on les voit sur nos écrans, Julia l'a dit, mais là, ce n'est pas tout, il faut établir la responsabilité d'individus. Donc, évidemment, celui qui, oui, largue la bombe, mais surtout, un tribunal comme la Cour pénale internationale s'occupe des plus hauts responsables et va viser à voir les supérieurs, donc militaires ou politiques, qui pourraient avoir soit organisé les crimes, prévu le plan criminel d'attaquer des civils, etc., mais il faut le démontrer en droit, ou encore qui ont fait défaut de prévenir. Et ça, donc, ça va être assez important de voir comment on arrive à collaborer entre les États et les instances judiciaires afin d'établir la preuve des crimes, mais aussi des responsabilités, ce qui est toujours un enjeu. Puis je termine avec l'arrestation. Tout le monde, c'est dans tous les médias. Est-ce que Poutine pourrait se retrouver devant la Cour pénale internationale? La réponse, c'est oui, mais pas à très court terme. Et on verra. Et donc, le contexte politique va déterminer, évidemment, ce qui peut arriver. Donc, on parle de preuves, mais aussi éventuellement, tant que Poutine est au pouvoir et en Russie, personne ne va l'envoyer. Mais on peut voir avec d'autres exemples, par exemple le président Bachir au Soudan qui a été renversé ou autre chose, où là, le contexte géopolitique et les intérêts des autres États peuvent coïncider avec les intérêts de la justice. Il faudra voir ça. Et donc, on peut, je pense, se réjouir qu'il y ait une enquête criminelle, complémentaire aux autres recours dont on vient de parler, complémentaire évidemment aux efforts politiques et diplomatiques, en modérant nos attentes de ce que ça peut contribuer, mais en peut-être gardant espoir, comme Juliette l'a dit, que le droit encadre quand même tout ça et peut entraîner des responsabilités pour ceux qui commettent les atrocités. Merci. Merci Fanny. Alors évidemment, les deux dernières interventions, je m'aperçois sur le forum, ont suscité des questions de nature juridique. Je propose qu'on les prenne par la suite. Je vais passer tout de suite la parole à mon collègue Charles-Emmanuel Côté, qui va nous entretenir et nous expliquer en quoi ces sanctions sont légales ou peut-être illégales. Charles-Emmanuel, merci. Merci Alexandre. Alors, je vais reprendre l'image que Julia, tout à l'heure, ma collègue Julia Grignon a utilisée pour résumer son message qui était « Il y a du droit pendant la guerre ». Moi, je dirais « Il y a eu du droit a fortiori après la guerre ». Alors, en ce moment, on se livre en parallèle au conflit armé. On commence à se livrer à une guerre économique aussi. Et cette guerre économique, donc, qui se matérialise par l'imposition de sanctions commerciales, de sanctions contre la propriété privée ou la propriété publique et par des mesures qui répondent à ces sanctions-là de la part de Russie. Ces mesures-là, en fait, elles vont susciter, elles vont entraîner fort probablement une multiplication de recours juridiques, peut-être pas maintenant pendant que les hostilités ont lieu, mais il y a des juridictions internationales et nationales qui pourront être saisies pour vérifier, justement, pour contester leur légalité, obtenir indemnisation, etc. Donc, on est loin d'être sorti de la guerre économique et donc, le temps est long en cette matière. Et si je prends des exemples tirés de la pratique antérieure, vous savez, il y a des conflits, des révolutions, des crises internationales qui ont entraîné toutes sortes de dommages à la propriété privée, de sanctions économiques, de confiscation de biens. Et ça a pris des années et des années. On a un arrêt célèbre, l'affaire Nottebohm à la Cour internationale de justice, la confiscation d'actifs d'un ressortissant étranger pendant la Deuxième Guerre mondiale, 1939, l'arrêt 1954. Vous avez la célèbre affaire des emprunts russes. Après la révolution bolchevique, l'URSS a répudié toutes les obligations qu'avait souscrit l'Empire tsariste à l'étranger, spécialement en France. Et puis, ce litige-là fait l'objet d'un accord qui a réglé partiellement l'affaire en 1997. On a le tribunal irano-américain des réclamations qui a été institué après la révolution islamique en Iran, qui n'a pas encore terminé
d'épuiser tous les recours qui ont été pris suite à ces événements-là. Donc, simplement dire qu'après la guerre, il y aura encore longtemps besoin du droit. Le droit n'est pas disparu. En ce moment, il est tapi un peu, hein? Il est derrière les événements tragiques qui se passent, mais il est toujours là, il y sera là. Alors, sur les sanctions économiques, les sanctions commerciales, les sanctions économiques qui sont prises, il y a quelques éléments à dire. Évidemment, il y aurait énormément de choses à dire. Il y a quand même des aspects nouveaux sur lesquels je voudrais insister. D'abord, ce sont des sanctions qui sont prises à l'extérieur du cadre de la Charte des Nations unies. C'est-à-dire que le chapitre 7 de la Charte des Nations unies prévoit que le Conseil de sécurité peut, dans le cas d'un conflit, d'une situation de menace ou de bris de la paix, de la sécurité internationale, peut imposer des sanctions économiques. Il y a tout un cadre juridique très bien balisé dans un tel cas. Et donc, ce sont des sanctions économiques que je dirais qui sont collectives et leur légalité ne fait pas de doute. Le droit est bien huilé dans un tel cas. On a eu ça avec l'Irak, on a eu ça avec la Libye, par exemple. Et donc, les sanctions qui sont prises par le Conseil de sécurité, qui s'imposent à tous les États membres, ne posent pas de problème. Là, ici, on est dans un autre cas complètement. Il s'agit de sanctions qui sont au fond prises de façon désarticulée du régime de la Charte des Nations unies, mais tout de même d'une façon assez exceptionnellement coordonnée. Et c'est ça qui est assez nouveau. C'est rare qu'on a vu une telle rapidité de réaction et un aussi grand, disons, spectre d'États qui se coordonnent, soit formellement, par exemple, à travers le G7, à travers l'Union européenne pour les États européens, ou tout simplement qui éprouvent la même révolution pour les actions posées par la Russie ici et qui, donc, prennent des mesures qui vont dans le même sens. Cependant, du point de vue juridique, le fait que ces mesures-là, ces sanctions-là soient prises à l'extérieur du cadre de la Charte des Nations unies soulève des questions juridiques sur leur légalité notamment et sur les possibles recours qui pourraient être pris par les personnes visées par ces sanctions. L'autre élément qui est tout à fait remarquable, c'est, et ça franchement il faut le noter, le fait que des grandes sociétés transnationales ont également pris, bon, du point de vue du langage, on peut parler de sanctions évidemment, mais ce sont dans le fond des mesures, des décisions d'affaires qui sont prises par ces entreprises-là, peut-être pour répondre aux préoccupations morales de leurs actionnaires, notamment, etc. Mais reste que l'effet est que ça vient décupler, ça vient renforcer les sanctions qui sont habituellement plutôt simplement étatiques. Là, on ajoute un étage ou un sous-sol, selon on voit les entités qui ne sont pas des États souverains, à cette guerre économique. Et ça, c'est assez inusité, je dirais, une telle coordination de grandes sociétés transnationales. Et là, ici, évidemment, le droit international est avant tout un ordre juridique qui s'adresse, qui impose des obligations, sous réserve d'exception, évidemment, en droit international pénal, en droit international humanitaire, mais globalement, qui n'impose pas d'obligations aux entités autres que des États souverains. Et donc là, ces sanctions prises par des entreprises, des sociétés transnationales, bien, elles échappent un peu aux obligations qui s'imposent aux États. Et donc, ça pose des questions tout à fait intéressantes qui se présentent en ce moment. Très rapidement, mon collègue Olivier Delas a déjà brossé un portrait des sanctions économiques imposées dans le cadre de l'Union européenne. Et je voudrais simplement peut-être insister de façon, synthétiser les sanctions qui ont été prises. Donc, il y a des sanctions sur le plan commercial qui visent au fond à empêcher ou à rendre difficile le commerce de biens ou de services avec la Russie. On a par exemple des prohibitions à l'exportation de certains produits vers la Russie. On a des surtaxes douanières. D'ailleurs, le Canada, sauf erreur de ma part, est l'État qui est allé le plus loin puisque lui, il a imposé une surtaxe douanière totale sur tous les produits, non pas sur une sélection de produits, de 35 sur toutes les importations de produits russes sur le territoire canadien. Le G7 a retiré le traitement, les pays membres du G7 se sont entendus pour ne plus offrir le traitement de la nation la plus favorisée à la Russie. On a donc, sur le plan commercial, toute une série de mesures. On a aussi des mesures qui visent la propriété, soit la propriété privée de particuliers russes, qui sont essentiellement des dignitaires du régime russe actuel, ou des oligarques, hein, des oligarques qui gravitent autour du régime russe. Donc, gel d'actifs possédés par ces particuliers-là à l'extérieur de la Russie. Et on a aussi des gels d'actifs qui appartiennent à l'État russe ou à des organes de l'État russe. Il faut le dire, hein, la Banque centrale russe a vu ses actifs être gelés à l'étranger, ce qui met en péril sa capacité
donc de rembourser l'intérêt sur notamment des emprunts, etc. Donc, on a aussi des gels d'actifs qui appartiennent à l'État russe. Et j'ai parlé évidemment donc du retrait par des sociétés transnationales du marché russe. On pense à McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, etc., etc. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont là. La Russie, elle a réagi à ça, a commencé à réagir. D'abord, la Russie a menacé de saisir les actifs en Russie de ces sociétés transnationales qui se sont retirées du marché russe. Donc là, il y a une espèce de panique qui s'installe dans le milieu d'affaires en Russie pour cette raison-là. D'autre part, la Russie a déjà commencé à interdire le versement de dividendes par des sociétés russes à ses actionnaires étrangers. Donc, l'argent ne peut plus sortir de Russie. Et enfin, la Russie a commencé aussi à prohiber l'exportation de certains produits et menace de couper, d'arrêter la livraison de pétrole et de gaz. C'est une menace qui flotte aussi. Donc, il y a aussi du côté de la Russie des sanctions commerciales en réaction qui sont mises. Donc, ces sanctions-là, du point de vue juridique, là, elles sont gouvernées par un régime juridique, justement, qui va différer selon toutes sortes de critères. Et là, je n'ai pas le temps d'aller trop dans le détail, mais selon que l'auteur de la sanction est un État ou non, une société transnationale, ce n'est pas la même chose. Selon le fait que ces mesures-là sont que le destinataire de la mesure est un État, soit la Russie ou des particuliers, ce n'est pas la même chose. Il faut savoir qu'il existe en droit international tout de même un principe important qui est l'immunité d'exécution des biens qui appartiennent à un État d'étranger, les biens qui ne sont pas des biens commerciaux. Alors là, va se poser la question de la licéité du gel des biens appartenant à l'État russe. Il y a des recours et ça fait partie du droit national de tous les États, y compris du Canada. Donc, il y a possibilité de recours devant les tribunaux nationaux pour contester ces mesures-là. Ça va finir par arriver, c'est certain. Ensuite, il y a le caractère temporaire ou définitif des mesures. Le gel temporaire d'un actif, ce n'est pas la même chose que la confiscation définitive qui correspond à une expropriation. Alors là, il y a des questions juridiques différentes qui se posent également. Enfin, une chose importante, il faut faire la distinction entre des mesures qui sont des mesures prises comme sanctions, mais qui sont des mesures qui ne violent aucune obligation internationale, qui s'appellent en droit international des mesures dites de solidarité. Donc, ce sont des mesures que l'on peut prendre et qui ne violent aucune obligation internationale et donc qui ne posent pas de problème du point de vue, évidemment, de leur licéité, de leur légalité. Par contre, dans toute la série de mesures que j'ai prises, ce sont des mesures qui pourraient entrer en contravention avec toute une série d'obligations qui pèsent sur les États dans le domaine commercial et dans le domaine de la protection des investissements étrangers. Et là, la question de leur légalité se pose. Alors, ces mesures-là, qui sont des violations du droit international et qui visent à réagir à une situation de violation du droit international, sont reconnues en droit international général. On parle de contre-mesures et donc elles sont gouvernées par des règles en droit international. Et la règle principale qui s'applique ici, c'est la question de savoir, c'est la règle qui veut que l'État qui a le droit d'imposer une contre-mesure, c'est l'État qui est lésé par la violation du droit international. Et donc, là, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et tous les autres États, le Japon, dans quelle mesure ces États-là sont-ils réellement lésés par la violation du droit international qui est faite? Il est clair que l'Ukraine est un État qui est lésé en ce moment, évidemment, mais la question se pose, la question de savoir est-ce que les autres États ont le droit d'imposer des contre-mesures au regard du droit international général. Puis très rapidement, je veux juste explorer avec vous vraiment rapidement deux régimes juridiques en droit international économique qui imposent des obligations et qui gouvernent aussi, qui encadrent la légalité des contre-mesures. Dans le domaine commercial, on a évidemment l'Organisation mondiale du commerce et ses accords qui prévoient toute une série d'obligations qui sont clairement violées par les sanctions commerciales qui sont imposées. Donc, il y a clairement là violation, a priori, des obligations des États membres. La Russie est membre de l'OMC, les États qui imposent les sanctions sont membres de l'OMC. Et là, comme Vladislav l'a mentionné, c'est justement le conflit Russie-Ukraine, notamment en Crimée, qui a amené la première décision qui portait à l'OMC, qui portait sur l'interprétation de cette exception de sécurité qui existe dans le droit de l'OMC. Alors là, cette exception de sécurité-là, elle n'est pas tellement bien balisée par la jurisprudence. Il n'y a aucun problème lorsque les sanctions découlent d'une mesure adoptée dans le cadre de la Charte des Nations unies, ce qui n'est pas le cas ici. Là, on tombe dans des sanctions unilatérales. Le régime juridique est un peu moins clair
L'idée de base, c'est que les États doivent, pour adopter pour que ces violations soient justifiées, il faut que l'État vise à protéger les intérêts essentiels de sa sécurité en temps de guerre ou en temps de grave tension internationale. Alors là, la question qui se pose, c'est est-ce que le Canada protège sa sécurité en ce moment? On va pouvoir en débattre. Le Canada n'est pas directement visé, évidemment, par une attaque en ce moment. Donc là, évidemment, le risque de contagion, la détérioration des relations internationales, etc. Mais donc, ce n'est pas aussi automatiquement clair que ces mesures-là sont licites au regard du droit de l'OMC. Il y a un petit point d'interrogation. Cela dit, l'organe de règlement des différends de l'OMC, il est activé par les États. Donc, c'est un mécanisme interétatique. Et là, on peut penser que pour le moment, il n'y aura pas de réclamation interétatique à l'OMC, d'autant plus que l'enjeu de la réclamation à l'OMC, c'est simplement d'obtenir la cessation des mesures et non pas d'obtenir une indemnisation, ce qui signifie que si les sanctions sont retirées, il n'y a plus vraiment d'enjeu à faire une réclamation. Par contre, sur le plan de la protection de la propriété, spécialement de la propriété privée, là, il y a tout ce réseau d'accords bilatéraux sur l'investissement qui protège la propriété privée, mais pas n'importe quelle propriété privée, la propriété privée qui satisfait à la définition d'un investissement. Donc, pour schématiser, un yacht d'oligarque qui est en Italie, qui sert au plaisir de l'oligarque, ne remplit probablement pas la définition d'un investissement. Par contre, un club de football à Londres, qui est propriété d'un oligarque, remplit probablement la définition d'un investissement. Et donc, selon que l'actif se qualifie d'investissement ou pas, là, il est protégé par ces accords-là. Et donc, les sanctions ici peuvent aussi violer les règles des accords en matière d'investissement. Alors là, c'est plus compliqué dans le domaine des accords d'investissement parce que ce n'est qu'une infime minorité d'accords sur l'investissement qui prévoient une exception sécuritaire. Et donc, il y a beaucoup d'accords qui ne prévoient pas qu'un État peut justifier sa mesure comme étant prise au titre de la protection de sa sécurité, ce qui nous renvoie sur le seul terrain possible de justification, qui est le terrain de moyens de défense qui découle de la coutume internationale, hein, qui est le droit non écrit du droit international, qui s'applique aussi. Et donc, il y a notamment celle à laquelle on peut penser, la défense de l'état de nécessité, hein, qui correspond un peu à une exception de sécurité nationale. Il faut savoir que les critères sont extrêmement difficiles à satisfaire. Et par ailleurs, à nouveau, la question se pose, dans quelle mesure le Canada se trouve-t-il dans un état de nécessité? L'Ukraine, assurément, est dans un état de nécessité, à mon sens. Dans quelle mesure le Canada et les autres États sont-ils réellement? Alors, ça pose des problèmes. Et le dernier point, c'est que là, dans le domaine des accords d'investissement, il y a aussi des mécanismes de règlement des différends, mais ceux-ci sont un peu comme dans le domaine du droit pénal international. Ce sont des systèmes où là, les parties privées ont une voix. Cela dit, on inverse complètement les rôles. Dans ce système-là, ce sont les États qui sont poursuivis et ce sont les particuliers lésés, donc les investisseurs dont on aurait saisi les investissements, les actifs, qui peuvent faire une réclamation pour obtenir un dédommagement financier. Et on s'attend déjà à une avalanche de réclamations, soit d'investisseurs russes en Occident, soit d'investisseurs occidentaux ou d'autres pays qui imposent des sanctions en Russie. Et juste pour terminer, pour vous montrer, il existe un traité d'investissement entre le Canada et la Russie qui date de 1989 et il existe même, je l'ai vérifié, je ne le savais pas, il existe même un traité d'investissement entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, tout ça pour dire que ces accords-là continuent d'exister et ils vont faire partie de l'environnement juridique qui va continuer d'exister après que la guerre sera terminée et probablement que pendant longtemps, on aura encore du droit qui va digérer ces événements-là avec ces réclamations possibles. Je vais m'arrêter ici. J'ai déjà sans doute trop Oui, merci Charles, mais on aura l'occasion de revenir parce que je vois qu'il y a aussi des questions sur ton intervention. Alors, il faut aussi penser l'après en espérant que l'après arrive rapidement et que la paix, et que cet après soit une paix rapide, bien évidemment. Alors, quelles sont les conséquences lointaines de ce conflit? On sait qu'il y a des opérations, il y a de la coopération internationale sur un certain nombre de défis actuels comme l'environnement et quelle est la conséquence de ce conflit sur cette coopération internationale. Je passe la parole à Christine Bartestein. Merci.
Alors, j'aimerais juste faire une remarque un peu préliminaire avant de faire mon commentaire à proprement parler. Donc, pour faire écho en fait aux interventions précédentes, pour souligner que les multiples façons de mobiliser le droit qu'on voit actuellement en réponse à l'agression signalent, à mon sens, que le droit joue son rôle. Il est peut-être un peu tapis là, mais il est bien vivant en réalité. Hein, il trace les lignes rouges, il permet de reconnaître donc ce que c'est qu'une transgression de ce droit. Il oriente les comportements et les réponses. Alors, le droit en soi ne peut pas empêcher les violations, il ne peut pas les arrêter, mais il guide la recherche de solutions et c'est ça qu'on voit, je pense, actuellement. Et j'ajoute par ailleurs que même la Russie, en fait, alors qu'elle transgresse en fait les règles les plus élémentaires, se réfère au droit, hein, à une version pervertie, cynique du droit, mais les références au droit sont partout dans la reconnaissance de l'indépendance de ces fameuses républiques du Donbass pour appuyer leur droit à l'autodétermination, le recours à la force pour prévenir et empêcher le génocide et en légitime défense. Alors, je pense qu'il serait faux de penser que la Russie se fout du droit, se désintéresse du droit international. Au contraire, elle cherche à légitimer ses actes au moyen de justifications juridiques. En fait, elle cherche à tirer profit de la force morale que procure le droit. Cela dit, maintenant, j'aimerais, comme Charles-Emmanuel a commencé à le faire, j'aimerais élargir un peu notre perspective sur les ramifications à plus long terme de ce conflit. Nous ne sommes pas dans une guerre mondiale actuellement, mais nous sommes assurément dans un conflit qui est mondial et la discussion jusqu'à présent l'a montré. C'est un conflit qui nous concerne tous et je crains qu'il risque en fait de handicaper notre capacité à régler collectivement bien des problèmes pressants avec lesquels on vit actuellement. Alors, je vois des signes dans mon domaine de recherche. En réaction à l'agression russe de l'Ukraine, les 7 États occidentaux membres du Conseil de l'Arctique, dont le Canada, ont mis sur glace leur participation à toutes les rencontres du Conseil de l'Arctique et de ses organes subsidiaires, dans un contexte, il faut le dire, où la Russie assume actuellement la présidence. Or, le Conseil de l'Arctique est le forum d'échange régional, moteur de la coopération en matière scientifique et environnementale. Exclus de son mandat sont historiquement en fait les questions de sécurité militaire, précisément en raison d'un fond persistant de méfiance entre les États membres de ce Conseil. Et pour cette raison, d'ailleurs, il ne s'agit pas d'une organisation internationale au sens juridique du terme. La coopération en matière environnementale, pour autant, n'en a pas souffert. Elle a même permis en fait d'instaurer un certain climat de confiance qui est désormais compromis. Un exemple similaire serait celui de la HELCOM, un organe créé par la Convention d'Helsinki relative à la mer Baltique, réunissant les États riverains de cette mer dans la coopération sur la protection du milieu marin. C'est un organe qui a été créé en 1976, en pleine guerre froide, en fait. Et comme dans le cas du Conseil de l'Arctique, son travail technique a permis de bâtir des ponts, d'opérer des rapprochements par-delà des divisions politiques qui pouvaient être très profondes au moment de la guerre froide. Alors, ce type de canaux d'échange secondaires, il me semble, est particulièrement précieux lorsque les échanges politiques directs sont compromis par des crises. Malheureusement, les travaux de la HELCOM s'en opposent également. Alors, je pense qu'on peut s'entendre que le défi du 21e siècle, ce sont les changements climatiques. Et la coopération internationale pour y faire face est difficile en tout temps, comme montrent les discussions, les négociations qui avancent à pas de tortue, précisément parce qu'elle requiert en fait un consensus politique global. Alors aujourd'hui, la confiance entre l'Ouest et la Russie, et je dirais même la Chine par extension, est rompue. Et la rupture cette rupture qui, en fait, compromet même la coopération technique la plus simple, si on veut, sur des enjeux politiques qui sont toutes limités et qui, du coup, fait disparaître tous ces canaux d'échange secondaires qui peuvent prendre le relais quand les grands forums de coopération ou d'échange politique semblent compromis. Alors,
comment trouver les compromis dans une telle situation, les compromis politiques pour des enjeux aussi complexes que les changements climatiques? Et en réalité, ne devrait-on pas miser sur ces forums-là et les canaux secondaires qu'ils offrent? Et si oui, comment faire pour éviter en fait la perception du business as usual qui pourrait nourrir le cynisme de la population qui regarde les États essayer de trouver une sortie à la crise? Alors voilà, c'est ma réflexion pour tout de suite. Merci. Merci beaucoup, Christine. Alors, je vois qu'un certain nombre de questions ont été posées dans le forum. Alors, je vais demander à messieurs Ligier Bixel et puis Baptiste Jouzier qui ont déjà procédé à un petit travail de sélection en priorité. Alors, faites référence aux questions de nature juridique. Je sais que les recours devant les juridictions ont suscité beaucoup de questions. Alors, prendre ces questions de nature juridique d'abord, puis parce qu'il y a des questions qui sont plus de nature politique ou diplomatique sur l'après-guerre, ce que ça va changer au plan international, etc. Mais prenons d'abord les questions juridiques. Merci. Merci, professeur. On vous rejoint. On pensait d'abord traiter effectivement les questions techniques et puis laisser garder la fin pour les questions un peu plus prospectives. Donc, d'abord, on a une série de questions qu'on peut rapprocher relatives à la Cour pénale internationale. Donc, je vous les pose ensemble. Il y en a plusieurs sur la compétence. Première question, est-ce que la CPI est compétente pour enquêter sur des crimes liés à des ressortissants et des victimes d'États non partis au traité de Rome? Qui est liée à la deuxième question, comment justifier la compétence de la Cour pénale internationale dans cette situation, étant donné que les deux États ne sont pas partis au statut et que le Conseil de sécurité de l'ONU n'a effectué aucun renvoi. Et enfin, une question qu'on pourrait relier également sur la compétence universelle. Est-ce qu'on pourrait nous en dire plus sur la compétence universelle? Je pense que professeur Fanny Lafontaine est la mieux placée pour répondre à ces questions-là, ou peut-être Julia. Écoute, moi, Julien, on partage toujours bien notre temps et notre travail. Donc, je vais peut-être juste commencer rapidement, puis ensuite, Julia, tu pourras continuer. Mais la Cour pénale internationale a compétence sur les crimes commis d'habitude sur le territoire d'un État parti au statut ou par un national d'un État parti. Ce qui n'est pas le cas pour l'Ukraine et la Russie. Mais il y a une petite exception dans le statut qui permet à un État qui n'est pas parti au statut de donner compétence à la Cour de façon ad hoc. Et c'est ce qu'elle a fait ici. Et cette compétence-là, donc ad hoc, qui permet au procureur d'ouvrir une enquête, mais seulement sur les crimes, donc, de génocide, c'est peut-être un peu moins pertinent ici, mais crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Pour le crime d'agression, c'est un régime de compétences différent qui ne permet pas à la Cour pénale internationale d'enquêter si l'État agresseur ou l'État victime ne sont pas des États partis. La seule exception, ce serait un renvoi par le Conseil de sécurité. Et là, j'ai bien vu dans les questions qu'il y a déjà beaucoup de questions sur le Conseil de sécurité. Donc, je vais laisser mes collègues y aller. Mais donc, dans ce cas-ci, évidemment, la Russie imposerait son veto. Pas de renvoi du Conseil de sécurité. Donc, la Cour pénale internationale va agir donc en complémentarité des recours dont mes collègues ont fait partie, mais en complémentarité des efforts des États nationaux aussi qui enquêtent. J'ai mentionné dans mon allocution l'Espagne, l'Allemagne qui enquêtent de leur côté, donc comme ils l'ont fait pour la Syrie. Et donc, si, par exemple, un dirigeant russe traversait les frontières, bien, il pourrait être arrêté, par exemple, dans un autre tribunal fondé sur ce principe de compétence universelle. Donc, c'est ce qu'on essaie de fermer l'espace d'impunité pour les individus de façon complémentaire aux autres recours dont on a fait état. Merci Fanny. Baptiste ou Olivier? Oui, juste pour finir sur la CPI, on avait aussi une petite question sur les moyens de la Cour pénale internationale pour recueillir les preuves sur le terrain. Je vais le faire très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais donc, le bureau du procureur a des enquêteurs. Et comme je le disais pour la première fois, non pas pour la première fois, mais de façon assez exceptionnelle, les enquêteurs sont déjà là sur le terrain. Mais ce sont des moyens relativement limités. D'ailleurs, les 40 États qui ont renvoyé la situation de l'Ukraine à la CPI devraient faire suivre leurs actions de façon assez concrète et financer les enquêtes du procureur. Mais donc, ils ont des moyens propres, mais nécessairement, les tribunaux internationaux comptent sur la coopération des États pour la collecte de preuves, puis éventuellement pour les arrestations, transferts, etc. Donc, c'est un mélange des deux, mais je dirais que sans la coopération des États, ça va être très difficile d'aller très loin dans les enquêtes, juste avec les moyens de la CPI.
Alors, Baptiste, je pense qu'il y avait des questions aussi sur la Cour internationale de justice et puis sur le rôle de l'ONU et du Conseil de sécurité. Il y avait une question pertinente tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire intervenir les casques bleus? Alors peut-être Vladislav sur ces questions-là. Baptiste ou Olivier, pouvez faire un petit résumé de ces questions? Alors oui, effectivement, on a plusieurs questions sur la Cour internationale de justice. On a une première question qui demande est-ce qu'il y a des moyens pour rendre exécutoires donc, les décisions récentes de la Cour internationale de justice. Est-ce que ces décisions ont traité la notion de légitime défense préventive? Et si oui, quelle est la position de la Cour à propos de cette notion? Est-ce que le conflit met-il réellement en cause l'application de la Convention sur le génocide? Est-ce que ces dispositions auraient été réellement violées par la Russie? Et effectivement, on a une dernière question sur est-ce qu'il y a une possibilité d'intervention d'une force de maintien de la paix des Nations Unies, casque bleu, afin de faire respecter cette injonction? Vladislav? Je vais essayer de répondre le plus vite possible à toutes ces questions. D'abord, en ce qui concerne l'effet exécutoire de cette ordonnance, comme je vous avais énoncé, les ordonnances de la Cour ont une force contraignante pour les États. Bien évidemment, si l'État décide de ne pas s'y conformer, lorsque la Cour se penchera sur les questions de fond, à ce stade-là, la Cour pourra se prononcer sur la responsabilité de l'État pour les violations de ces mesures conservatoires. D'autre part, comme vous le savez peut-être, l'article 94 de la Charte prévoit la possibilité de saisir le Conseil de sécurité lorsque l'État défendeur ne se conforme pas à un arrêt, une décision de la Cour. Question juridique intéressante, à savoir, est-ce qu'on peut saisir le Conseil de sécurité pour la non-conformité des mesures conservatoires, affaire à suivre? Et bien évidemment, vous savez qu'en dernière ligne de compte, la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, pourrait bien évidemment toujours vouloir opposer son veto. En ce qui concerne la question de la légitime défense, la Cour, dans son ordonnance, dans le raisonnement, a bien spécifié que la Russie aurait commencé à mener cette opération militaire spéciale, d'une part sur le fondement de la violation alléguée de la Convention de génocide, et d'autre part sur le fondement de l'exercice de son droit inhérent à la légitime défense. La Cour a rappelé que cette affirmation par la Fédération de Russie concernant l'article 51 donc de la Charte des Nations Unies, donc le droit à la légitime défense, bien évidemment déborde du cadre de sa compétence ici établie prima facie sur l'article 9 de la Convention de génocide. Tout de même, la Cour a observé que certains actes ou omissions peuvent donner lieu à un différend qui entre dans le champ de plusieurs instruments différents. Donc, il n'y a rien que prive la Cour de se prononcer sur le différend qui existe entre l'Ukraine et la Russie concernant l'interprétation, application et exécution de la Convention de génocide. Et bien évidemment, du raisonnement de la Cour, elle ne pourra pas se pencher sur toute autre question qui ne relève pas de sa compétence, notamment la question de la légitime défense préventive. Donc, c'est ça que la Cour a dit dans son ordonnance. Est-ce qu'il s'agit ici d'une violation qui est plaidée par le demandeur, l'Ukraine, au titre de la Convention de génocide? Non, il s'agit d'une affaire assez intéressante de ce point de vue juridique, c'est qu'il s'agit d'une demande de non-violation en quelque sorte, par laquelle le demandeur, l'Ukraine, présente un différend concernant l'interprétation, l'application et l'exécution de la Convention de génocide, justement pour soutenir la thèse selon laquelle la Russie ne s'est pas conformée au sens et à l'esprit des dispositions de cette convention, notamment de l'article 1er qui porte sur l'obligation de prévenir et de punir, et que la Russie ne pouvait pas tout simplement s'arroger du droit de faire recours à l'emploi de la force pour s'accomplir de son devoir de prévenir et de punir le prétendu génocide. Donc, ce genre
des affaires qui portent plutôt sur une non-violation sont assez rares, mais dans certains domaines, ils sont bien connus, tels que dans le droit de l'Organisation mondiale de commerce. Et même à la Cour, par le passé, il y a eu déjà, certes peu, mais certaines affaires qui étaient de cette nature-là. En fin de compte, sur la possibilité d'une exécution de ces différentes ordonnances par une sorte de force militaire internationale, et affaire à suivre, mais je crois que c'est impossible. Comme vous le savez bien, la responsabilité, certes non exclusive, mais primaire pour toutes les questions relatives à la paix et la sécurité internationale, reste dans le cadre de l'architecture de la Charte avec le Conseil de sécurité des Nations unies. Donc, je crois que là, on est... je me doute sur la possibilité d'une sorte de force internationale. Merci Vladislav. Alors je vois qu'il est 17h04. Est-ce qu'on a un horaire limite? Est-ce qu'on peut continuer un peu? Je crois que ça suscite beaucoup d'intérêt. Peut-être une question pour Olivier sur les casques bleus que j'avais posé à Vladislav, mais Olivier pourrait peut-être répondre, Olivier Delas. Oui. Est-ce qu'on peut faire intervenir les casques bleus? Puis il y a une question aussi pertinente. Est-ce qu'il y a une possibilité de priver un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU de son droit de vote? Ben pour le priver de son droit de veto. Répondre brièvement, Olivier. C'est le droit de vote ou le droit de veto? C'est le droit de veto. Droit de veto. C'est le droit de veto, pardon. Alors en fait, oui, il faudrait modifier la charte et pour ça, il y a fort à penser qu'il oppose son droit de veto. Donc non, on ne peut pas priver un membre du droit de veto, mais ça ne veut pas dire que toutes les décisions du Conseil peuvent être paralysées par le droit de veto. Tous les éléments de procédure sont pris à la majorité, ce qui a permis justement l'application d'une certaine manière de la résolution Hutchison. Je vous rappelle que la plus grande intervention militaire depuis avant l'Irak et après la Seconde Guerre mondiale, c'est la guerre de Corée, et c'est l'Assemblée générale qui a recommandé à ses États membres de prendre une intervention militaire. Donc, alors, est-ce qu'on pourrait envoyer les casques bleus? C'est une proposition sur la table de la Pologne. Bon, ça me paraît très difficile parce que, premièrement, la Pologne n'est pas tellement bien placée diplomatiquement parce qu'on sait qu'elle est toujours en butte avec la Russie. Donc, il faudrait quelqu'un de plutôt neutre pour faire une telle proposition. Deuxièmement, est-ce qu'on a les moyens à l'ONU? Oui, d'une certaine manière, l'Assemblée générale, une fois qu'ils sont entendus pour dire que le Conseil est paralysé, peut recommander des mesures, pas les imposer, les recommander, et pourrait demander au Conseil, au secrétaire général, de monter une telle force. Mais je rappelle que même s'il y a eu une dérive et que même le rapport Brahimi proposait des casques, des forces de maintien d'imposition de la paix, et on a utilisé quelquefois les casques bleus pour ça, en principe, les casques bleus sont des forces d'interposition et on doit recueillir l'assentiment des deux parties sur le terrain. Écoutez, on a connu le drame en Bosnie où nos casques bleus se sont fait, je dirais, tirés comme des lapins à la foire, et c'est bien triste. Donc, je pense sincèrement que ça paraît en l'état très, très difficile. On n'en est pas à une force de maintien de la paix ou à des casques bleus. Effectivement, on pourrait avoir une force internationale d'interposition. On peut la suggérer. Je ne pense pas que l'Assemblée générale des Nations unies se lance là-dessus, très sincèrement, comme pendant la guerre de Corée, et seul le Conseil de sécurité pourrait vraiment le faire. Mais encore une fois, la Russie s'y opposera. Et je dirais la Russie, mais probablement pas que la Russie d'ailleurs, à ce niveau-là. Merci Olivier. Alors Olivier Bixel ou Baptiste Jouzier, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous en avez sélectionné, toujours de nature juridique? Ouais, on a une petite série de questions aussi sur les sanctions, qui sont d'ailleurs toutes à peu près liées. Une première question, est-ce que ces sanctions sont efficaces en mesure d'applicabilité? Est-ce qu'elles sont contraignantes? Une autre question qui poursuit un peu la première, est-ce que les sanctions économiques internationales actuellement en vigueur pourraient efficacement se durcir davantage, ou est-ce que finalement elles ont atteint leur capacité maximale?
Et enfin, une proposition d'un éclairage un peu historique pour mesurer la pertinence de ces sanctions. Est-ce qu'il y a eu déjà des mesures semblables par le passé qui ont pu conduire à des résultats satisfaisants et permettre une cessation effective des violations du droit? Alors, sanctions, qui dit sanctions, je transmets ça à Charles-Emmanuel Côté, mais aucun rapport avec les sanctions, mais c'était le sujet de Charles. Merci, merci Alexandre. Ce sont des bonnes questions. Pour ce qui est de l'efficacité, ce qu'il faut réaliser, la réponse courte, c'est que oui, je pense que ces sanctions sont efficaces. D'abord, juridiquement, l'instrument juridique par lequel sont prises ou imposées ces sanctions, ce sont des instruments de droit national, de droit interne. Par exemple, le Canada a augmenté les tarifs douaniers sur la base de la loi sur les mesures spéciales, j'oublie le nom exact, là, la loi sur les mesures spéciales, j'oublie le nom complet, une loi fédérale qui permet l'imposition de ces sanctions-là. Donc, c'est un décret fédéral, c'est imposé, c'est juridiquement contraignant, et donc les produits russes qui arrivent à la frontière, pour être dédouanés, il va falloir percevoir ce montant-là. Donc, c'est efficace en termes, disons, il y a deux niveaux d'efficacité. Donc, est-ce qu'elles peuvent être applicables? Oui, elles sont appliquées. Alors, si on dit qu'on interdit l'importation de tel produit ou qu'on n'exporte plus tel produit, ça, c'est dans le droit national de chaque État que c'est imposé. De la même manière que les gels d'actifs sont imposés par des mesures nationales. Là, évidemment, il y a des recours internes, comme je le disais, il y a la question de la possibilité que les biens qui appartiennent à l'État russe, qui seraient saisis ou gelés, soient insaisissables. Il peut y avoir des recours, etc. Maintenant, ensuite, l'autre question, si l'efficacité, c'est est-ce que c'est efficace sur le cours de la guerre, parce que c'est le but, là. En tout cas, je pense que d'abord, la réponse facile, ce serait que ça dépasse l'expertise purement juridique. Hein. C'est un impact qui est sur le cours des événements. Une chose est sûre, c'est que ça fait une pression qui s'ajoute, une pression qui est assez importante sur l'État russe. Et c'est le fait que ces mesures-là soient prises à une telle échelle, d'une façon peut-être pas universelle, mais par un nombre très important d'États, qui, à mon avis, jouent un rôle important. Mais à ça, il faut ajouter la résistance de l'armée ukrainienne sur le terrain, la résistance de la population, les sanctions, en fait, les mesures prises par les sociétés transnationales. Tout ça ensemble fait une pression, très certainement, une pression. Est-ce que les mesures pourraient être durcies? Oui, on n'est pas encore allé aussi loin. Est-ce qu'on ira jamais? Vous savez, il y a des limites aussi à ce qu'on peut faire, là. Est-ce qu'on veut affamer une population? C'est certain que la Russie est un pays vaste, il y a des ressources, etc., mais il y a des mesures qui peuvent finir par mettre en danger la vie d'une population si on coupe les approvisionnements de matières qui servent à se nourrir, etc. C'est des choses auxquelles oui, ça peut être durci. Je pense que la chose qui est il y a deux éléments qui sont sur la table. C'est la question des exportations ou enfin des importations de pétrole russe, de pétrole et de gaz russe. Ça, clairement, si les États européens renonçaient rapidement à ça, je pense que ça serait un durcissement très important. Maintenant, il y a d'autres États qui pourraient néanmoins acquérir. Et donc, il y a une limite à l'efficacité de ce point de vue-là. L'autre chose, sur le plan des paiements, on a vu là, on a finalement autorisé la Banque centrale russe à faire des paiements. La Russie a failli être en défaut de paiement là, de ses intérêts. Ça, c'est parce qu'on a autorisé finalement le paiement à être fait. Donc, on n'a pas complètement asphyxié la Russie. Donc, oui, on pourrait toujours aller plus loin. Alors, il y a un calibrage et un renforcement graduel qui est fait. Et donc, enfin, peut-être rapidement sur le passé, l'exemple auquel, évidemment, je pense que c'est Olivier qui en a parlé, je pense, ou peut-être Vlad, je ne me souviens pas, mais le cas qui vient en tête, c'est l'Afrique du Sud. Évidemment, il ne s'agissait pas d'un conflit armé, mais plutôt là, d'une pression qui a été faite graduellement par l'ensemble de la communauté internationale sur un État parce qu'il pratiquait un régime qui choquait la conscience de la communauté internationale. Et donc, il y a eu une espèce de mise au banc de la société internationale graduelle de l'Afrique du Sud, hein, où même les artistes, je ne sais pas si, enfin, ceux qui ont mon âge se rappellent que dans les années 80, là, il y avait un mouvement de boycott parce qu'il y avait Sun City, là, cette espèce de resort en Afrique du Sud. Puis là, l'idée, c'était les artistes internationaux refusaient désormais d'aller donner des etc. Donc, on est un peu en train de tomber là-dedans aussi. Là. Maintenant,
je ne sais pas si déprogrammer une œuvre de Tchaïkovski au Canada, c'est véritablement une sanction cohérente. Là, ça, c'est une autre. Il y a peut-être, enfin, là-dessus, je mettrais peut-être un bémol. Mais donc, oui, dans le passé, l'exemple qu'on a peut-être pu avoir, c'est l'exemple de l'Afrique du Sud, où là aussi les entreprises privées puis les artistes, etc., se sont joints à un mouvement là, global, au fond, de boycott d'un État pour faire pression sur le régime pour qu'il mette fin à l'époque, c'était évidemment au régime d'apartheid. C'est l'exemple qui me vient en tête. Sinon, évidemment, il y avait les sanctions coordonnées. Évidemment, le cas de l'Irak est complètement différent. C'est un État qui a été sous résolution du Conseil de sécurité depuis son invasion du Koweït. Il y a même eu une commission d'indemnisation qui a été créée où on a forcé l'Irak, on s'est servi à même les recettes pétrolières de l'Irak pour rembourser les dommages de guerre créés au Koweït. Lorsqu'on est dans le chapitre 7 de la Charte des Nations unies, on peut tout faire. Là, c'est plus compliqué dans le cas qui nous occupe. Donc, ce seraient mes premières réactions là, aux questions en rafale qui m'ont été posées. Merci. Alors, je vois que l'heure tourne quand même et qu'il va falloir mettre fin à cette table ronde. Peut-être une dernière question. On n'a pas parlé des réfugiés. Il y a 3 millions de personnes auraient fui l'Ukraine à ce jour. En 24 heures, il y a 100 000 réfugiés qui se sont ajoutés à ces 3 millions. Le Conseil de l'Europe a lancé une alerte sur le risque de trafic de réfugiés. Est-ce qu'il y a des commentaires? Peut-être Julia sur ce point ou Olivier? Tu veux y aller ou j'y vais? J'en ai un peu parlé brièvement. Il y a une directive qui a été mise en place par l'Union européenne et qui a été activée, qui s'appelle la directive sur la protection temporaire, qui est un mécanisme européen. Autrement dit, on gèle ce que font habituellement les États qui vont unilatéralement, enfin individuellement en tant qu'État, donner ou non un titre de séjour à une personne qui arrive à l'issue d'un conflit en fonction des critères nationaux, etc., etc. Donc là, effectivement, cette directive, elle avait été prise, je l'ai dit, à la suite du Kosovo. Hein, vous vous souvenez, à l'époque, on trouvait que c'était le drame, qu'il y en avait trop en Italie, etc. Donc l'Allemagne avait proposé qu'on prenne une directive. Quel est le sens de cette directive? C'est que le Conseil la met en œuvre, le Conseil des ministres de la Sécurité ou de l'Intérieur déciderait de l'activer, et à ce moment-là, la normativité européenne se met en place, donc on a automatiquement un titre de résidence dans l'État et sur le territoire européen, et des droits qui vont, donc ce sont pour toutes les personnes déplacées, et pendant une période de temps, donc c'est généralement, là pour l'instant c'est 1 an, qui peuvent être renouvelés 2 fois 6 mois, et le Conseil peut décider à la majorité qualifiée de proroger ça d'1 an, donc ça peut être 3 ans, à l'issue de laquelle ou pendant laquelle les personnes peuvent réclamer le statut de réfugié par les voies nationales. Et là, je vais peut-être céder la parole, Julia, sur la poursuite en matière du droit des réfugiés. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui est organisé. À l'heure actuelle, c'est énorme. Hein. Vous avez 1,2 million de personnes qui vont aller en Pologne, 800 000 personnes pour la Roumanie, je pense. Il faut savoir que c'est quand même 4 États qui sont toujours les États qu'on vient rentrer. Pologne, Hongrie, Slovénie et Roumanie. Pour l'instant, ils n'ont pas demandé de relocalisation, c'est-à-dire qu'on prenne ces réfugiés et qu'on les amène ailleurs. Ils vont bénéficier d'une aide, mais néanmoins, 1,2 million en Pologne, ils étaient prêts à accueillir 1,2 million, 800 000 en Slovénie. On a déjà dépassé ce stade des réfugiés. Donc, il va falloir, à mon avis, poser la question de la répartition du poids sur tous les États européens et éventuellement d'autres États. Et ce n'est que le début. Alors, Julia souhaitait intervenir peut-être sur un autre sujet, ça sera la dernière intervention. Peut-être que dans les prochaines semaines, nous pourrons organiser un nouvel événement justement sur l'impact des sanctions. On aura peut-être un peu plus de recul, et puis sur l'issue des recours judiciaires initiés en quelques semaines ou quelques mois, hein, bien évidemment. Alors Julia, est-ce que dernière intervention?
Merci Alexandre. Oui, alors très rapidement, je voulais réagir sur quelques éléments qui ont été amenés par les collègues. J'ai répondu dans la zone de discussion à une question qui était posée dans le public sur le droit international humanitaire, mais sur les sanctions, puisqu'on en a beaucoup parlé, je voulais juste aussi quand même pointer du doigt que quelle que soit la situation, les sanctions, elles ont toujours un impact sur la population civile. Et c'est d'ailleurs la complémentarité entre le droit international pénal et le droit international humanitaire, parce que le droit international pénal permet de cibler des individus en particulier, ceux qui commettent des violations. Quand on adopte des sanctions internationales, des sanctions économiques, ça a aussi un effet sur la population civile. Et on le voit aujourd'hui, il y a des Russes qui sont en train de quitter la Russie, qui ont peur, notamment en raison des législations nationales qui sont adoptées, mais aussi en raison de l'effet des sanctions sur la population civile. Et ça, je crois qu'il ne faut pas le négliger, les atteintes que ça peut aussi provoquer. Il y a un aspect intéressant sur les sanctions, c'est qu'à un moment donné, elles étaient concentrées notamment sur le développement technologique et elles avaient pour but de freiner l'expansion des forces armées russes, ou en tout cas la possibilité de leur développement. Donc, je pense qu'il y a aussi une distinction à faire dans le ciblage des sanctions qui sont opérées. Ensuite, sur d'autres choses qui ont été dites, moi, je crois que le droit peut empêcher des violations. En tout cas, le droit international humanitaire le peut. Aujourd'hui, sur le terrain, en Ukraine, il y a 600 délégués du Comité international de la Croix-Rouge. Ces 600 délégués du Comité international de la Croix-Rouge sont le gardien du droit international humanitaire. Et actuellement, à chaque fois qu'ils sont en train de passer 1 heure de travail, ils font respecter le droit international humanitaire et ils le font respecter parce que c'est du droit et ils empêchent que d'autres violations soient commises. Donc ça, je crois que c'est aussi très important de le dire. Et puis, ça, c'est toi, Alexandre, qui l'a dit tout à l'heure, tu parlais d'anarchie du conflit et de dire que c'est un drôle de conflit armé. Moi, je ne le trouve pas si anarchique que ça, ce conflit armé. Oui, des biens de caractère civil sont ciblés délibérément, vraisemblablement, d'après les informations qui remontent, mais le temps du procès pénal pourra permettre de le démontrer. Mais des violations commises à l'égard des bâtiments de caractère civil ou à l'égard des populations civiles, c'est le cas dans tous les conflits armés. Ce qui se passe aujourd'hui en Érythrée, ce qui se passe en Syrie depuis 11 ans, ce qui se passe dans beaucoup d'autres régions du monde ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Et il y a effectivement des cas emblématiques comme la ville de Mariupol, par exemple, qui fait la une des médias, mais il y a aussi des biens de caractère, enfin des objectifs militaires qui sont visés par les Russes. Il y a des affrontements qui sont entre les Russes et les Ukrainiens, et ça répond à des affrontements armés qu'on connaît un peu partout. Et donc, je crois qu'il ne faut pas que l'arbre cache la forêt et il faut donc mener nos combats, entre guillemets, à l'égard des faits tels qu'on les voit sans, disons, se laisser submerger par les émotions. Alex, si tu me permets juste de dire un petit mot, on parle sans arrêt des sanctions qui coûteraient cher à la Russie. Et c'est vrai. Et ces sanctions coûtent extrêmement cher aux États qui les pratiquent. Et je dois dire que, encore une fois, c'est là où le droit, des fois, a un train de retard. On a une conception du droit international fondée sur l'État, mais le capital des entreprises, des sociétés, ils s'entremêlent d'une nationalité à une autre. Et il y a des intérêts russes dans les entreprises européennes, et on le voit bien dans les sanctions qui ont été appliquées, où on essaie un peu de limiter cela. Et ce qui fait qu'il y a, regardez pour un exemple, l'interdiction d'espace aérien russe. Ça cloue la flotte russe au sol. Mais la plupart des transporteurs aériens ne sont pas propriétaires de leurs avions. Ce sont des avions occidentaux qui sont des compagnies de leasing qui prennent. Et eux, ils vont couler. Et donc, c'est ça aussi. Il ne faut pas penser que c'est de la mauvaise foi des États de ne pas vouloir en mettre plus. C'est qu'il y a toujours, le coup d'aller trop loin, comme vous l'avez très bien dit, mes collègues, sur la population russe et les retours de bâton, mais il y a aussi le coup d'aller trop loin sur sa propre population. Merci Olivier. Alors, nous sommes obligés de rendre l'antenne, je me crois, à la télé. Et de mettre fin à cette table ronde. Alors, je laisserai le dernier mot à ma chère maman qui a vécu la Seconde Guerre mondiale et je lui ai posé la question il y a quelques jours ce qu'elle pensait de ces événements. Puis elle m'a répondu par ce que j'ai pris comme un reproche en me disant « Vous avez oublié que l'histoire est tragique.
Alors, nous avons oublié que l'histoire est tragique, c'est-à-dire notre génération. Puis je me suis rendu compte aujourd'hui qu'elle paraphrasait Raymond Aron, ce que je lui dirai demain. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous remercie toutes et tous pour vos merveilleuses interventions, le public pour ces belles questions, Baptiste et Olivier aussi pour avoir joué le rôle de modérateur. Et puis, je vois aussi dans le public qu'on nous demande de réitérer l'expérience. Alors, une réflexion devrait être menée les prochains jours. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée ou bonne soirée et peut-être à bientôt. Encore une fois, merci à toutes et à tous.